Bonjour Olivier Roy. Bonjour. Merci de nous rejoindre au matin de France Culture pour essayer de répondre à cette question que nous nous posons à la suite de vos travaux et de vos recherches. Sommes-nous entrés dans une ère post-islamiste? Je précise que vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut européen de Florence, où vous dirigez le programme méditerranéen. Alors nous avons en ce moment beaucoup, si j'ose dire, de grains à moudre, des violences du groupe islamiste Boko Haram au Nigeria, à la percée des frères musulmans aux élections égyptiennes, de l'arrivée des islamistes au gouvernement du Maroc, au blocage de la fac de lettres de Tunis pour cause d'interdiction du niqab. Une fois de plus, donc, l'islam fait l'actualité dans une grande partie du monde. D'aucuns y voient une menace, voire la fin même des révolutions arabes. Et nous n'avons pas manqué ce débat au matin quand nous recevions ici Jean-François Bayard et Martine Gozlan sur la compatibilité entre islam et démocratie. C'est toujours dans le prolongement de cette réflexion que nous vous avons invité ce matin, Olivier Roy, on le dit, grand spécialiste de l'islam. Vous aviez marqué le débat il y a 20 ans en annonçant l'échec de l'islam politique, en posant cette question aujourd'hui, et si les printemps arabes nous avaient fait entrer dans l'ère du post-islamisme, ce qui fait d'ailleurs beaucoup débat et sépare beaucoup parfois les avis. Enfin, autrement dit, le retour de l'islam n'annoncerait ni la charia, ni le retour des femmes à la maison, mais plutôt une sorte d'affirmation culturelle, aimez-vous à rappeler. On va donc voir avec vous dans cette première partie déjà quels sont les éléments de votre réflexion. Alors moi, le tout de go, première question très simple. Un an après donc ces premiers soulèvements, un premier constat s'est imposé dans les nouvelles démocraties, Tunisie, Égypte, où il y a la troisième phase des élections qui intervient en ce moment, où donc les régimes aujourd'hui semblent vouloir, enfin les sociétés semblent vouloir désirer voter pour des islamistes qu'on étiquette aujourd'hui plus ou moins islamistes modérés. Olivier Roy, décryptage. Ouais, ce sont des islamistes qui jouent le jeu de l'élection, de la Constitution, du Parlement, des coalitions gouvernementales, etc. Donc, en ce sens-là, on est dans le post-islamisme parce qu'on n'est plus dans des partis qui sont essentiellement idéologiques, qui seraient à la conquête de l'État et qui voudraient réislamiser la société à partir de l'État. Donc, en ce sens-là, si vous voulez, toute la dynamique de la révolution islamique qui était dominante à la fin des années 70, dans les années 80, pour moi, c'est fini. Les partis islamistes sont devenus des partis conservateurs. Ce ne sont pas des libéraux, évidemment. Et ils sont rentrés dans la démocratie à reculons. Ce sont plutôt les événements qui leur ont imposé la démocratie. Mais ils n'ont pas les moyens de prendre le pouvoir. On le voit bien en Égypte. Ils peuvent être élus, mais ils n'ont pas les moyens militaires, les moyens armés de prendre le pouvoir. Ils ne le cherchent pas. Ça ne les intéresse pas. C'est pas ça leur voie. Leur modèle, c'est plutôt le parti AK en Turquie. C'est-à-dire d'un parti qui se voulait essentiellement idéologique et religieux, passer à un parti conservateur de droite qui s'appuie sur la défense de valeurs évidemment traditionnelles, la famille, la pudeur et ces choses-là, plutôt que sur la volonté d'établir la charia, qui elle est le slogan des salafis, qui ne sont pas des islamistes. La scène politique est quand même beaucoup plus complexe qu'on le dit volontiers ici. Alors justement, elle est plus complexe et c'est en ce sens quoi que vous pensez, vous, qu'elle effraie à bon compte ceux qui veulent dénoncer le faux processus au fond de la révolution arabe, disant finalement cette révolution ne mènera à rien puisqu'elle va à nouveau au fond porter au pouvoir des civilisations et des sociétés obscurantistes, puisque les femmes seront voilées, n'iront pas au travail et que la charia fera la loi. Ça dit, on a bien vu qu'en Libye tout de même la situation semble se tendre plutôt de ce côté-là, enfin où la charia a été érigée en principe immédiatement par les autorités libyennes qui ont pris le pouvoir. D'abord non, la charia n'a pas été déclarée loi d'État. C'est juste un des dirigeants qui a dit que la charia pourrait être la loi de l'État, mais elle n'a pas été déclarée. Elle n'a pas été déclarée en tant que telle. Non. Pour une raison très simple, il n'y a pas de gouvernement en Libye. La Libye est un très mauvais exemple. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de gouvernement. Vous avez une opposition qui est arrivée au pouvoir grâce à une intervention armée de l'extérieur. C'est pas du tout un processus démocratique, ce qui se passe en Libye. On a eu une guerre civile. Alors évidemment, j'ai beaucoup plus de sympathie pour les opposants que pour le régime de Kadhafi. Mais tant qu'il n'y aura pas d'élection,
tant qu'on n'aura pas une constitution, on peut pas parler. C'est pas un printemps arabe, c'est une guerre civile. Bon. Et il y a un camp qui a gagné, celui que nous on a soutenu. Il a gagné parce qu'on l'a soutenu, mais ça n'a rien à voir avec la Donc Tunisie. les déclarations, que l'on entend, par exemple, que l'on a entendu pour la Libye, pour vous, ne sont pas des déclarations inquiétantes, puisqu'elles n'ont pas d'effet pour l'instant. C'est pas ça, c'est-à-dire le type qui a fait cette déclaration-là, il est probablement sincère ou démagogue, j'en sais rien, ça m'intéresse pas. Il n'est pas élu, c'est pas du tout un produit du printemps arabe. C'est une faction qui a pris le pouvoir par les armes en Libye. Et puis de toute façon, en Libye, vous savez, le problème c'est pas la charia. En Libye, c'est le clanisme, le tribalisme, c'est les milices armées. C'est un problème de pouvoir et de pouvoir qui va se régler à la Kalachnikov dans les rues de Tripoli, malheureusement. Alors si on prend les lieux des processus démocratiques, la Tunisie et l'Égypte. Qu'est-ce que vous dites, vous, à ceux qui accusent, au fond, le double discours dont on accuse les islamistes aujourd'hui, à savoir, voilà, il y a un double discours qui est à vocation occidentale et qui est là pour assurer, mais que dans le fond du fond, rien ne changera. Il n'y a pas de double discours. Des gens comme Rachid Ranouchi en Tunisie sont très cohérents. Ça fait 20 ans que Rachid Ranouchi, dans l'opposition, écrit, explique ce qu'il entend, lui, par société civile, par État civil, par démocratie. Et c'est tout simplement parce qu'on le lisait pas, on l'écoutait pas. On découvre, surtout en France, parce qu'aux États-Unis, ces questions-là, ils sont beaucoup plus ouverts. En France, on découvre d'un seul coup des gens qui en a refusé de parler. Rachid Ranouchi, on lui a refusé un visa quand il a été chassé, quand il a dû s'enfuir de la Tunisie il y a une vingtaine d'années. Il est allé à Londres et on s'étonne maintenant qu'il refuse de parler français, mais c'est assez compréhensible dans ces circonstances-là. Non, il y a deux choses. Ces partis-là, c'est-à-dire le Nahda en Tunisie, et dans une moindre mesure les frères musulmans en Égypte, sont rentrés plus ou moins, je dirais, dans un espace multiparti, parlementaire, constitutionnaliste. C'est ça l'essentiel. Voilà. Et c'est ça qui, selon vous, les pousse nécessairement à être sur un moment post-islamiste. Oui, ils ont renoncé à cette idée. De fait, quoi. De fait, c'est presque mécanique. Mais oui, c'est un petit peu comme lorsque les socialistes en France ont fini par renoncer au marxisme. Ils n'ont pas renoncé avec enthousiasme. Ils ont constaté que le marxisme, ça marchait pas. Et encore, il y a quelques socialistes qui pensent que ça pourrait marcher un jour. Donc c'est un peu la même chose. Et oui, je dirais c'est la même chose avec les communistes aussi. L'idéologie, ça marche pas. Ça permet pas de gouverner un pays. Ça entraîne plutôt vers la guerre civile ou vers le despotisme, comme en Iran. Donc si vous voulez, les deux endroits où la charia est officiellement appliquée, l'Iran et l'Arabie Saoudite, ne sont pas des modèles pour les gens de Nahda ou par les frères musulmans. Donc ils essaient de trouver autre chose, de combiner démocratie, élection et la référence religieuse. Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas renoncer à la référence religieuse. S'ils renoncent à la référence religieuse, c'est fini. Donc ils essaient de reformuler la référence religieuse dans un espace qui est forcément pluraliste, parce qu'ils n'ont pas le monopole de la religion. C'est ça qui est nouveau. Ils sont, j'allais dire, défiés sur ces questions religieuses, aussi bien sur leur gauche, par des libéraux de tout poil, que sur la droite, par les salafis. Alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, les islamistes avaient le monopole de l'expression de l'islam dans l'espace politique. C'est fini maintenant. Et ils sont obligés de translater un petit peu leur référence à la norme religieuse en termes de valeurs. Et de valeurs qui sont des valeurs conservatrices. Ce ne sont pas des libéraux, j'insiste là-dessus. Qui sont les valeurs de la droite religieuse américaine, les valeurs du parti AK en Turquie, les valeurs que défend le Vatican. La famille, par exemple. Bon, alors on ne parle plus du statut de la femme selon la charia, on parle de défendre les valeurs familiales. Bon, tout le monde sait que défendre les valeurs familiales, c'est ramener un petit peu les femmes à la maison. Mais ça n'est plus proprement islamique. C'est une droite religieuse conservatrice comme celle qui s'exprime chez nous. Droite religieuse conservatrice, ou dites-vous au fond, en Tunisie, je reprends votre expression, on est dans un basculement, on est dans une voie de démocratisation chrétienne entre guillemets, mais version islam en Tunisie. On invente un parti, oui, démocrate islamique. Ils sont démocrates et ils ont des valeurs conservatrices religieuses. Bon, c'est comme ça que la démocratie chrétienne est entrée dans le paysage politique en Europe il y a moins d'un siècle. Alors, le nouveau ministre tunisien des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem, a annoncé le mercredi 4 janvier dernier, il y a 2 jours, l'engagement résolu du nouveau gouvernement en respect de la démocratie et des droits de l'homme. Et là, évidemment, on a vu des commentaires disant, au fond, voilà, c'est une façade à l'intention de l'Occident. Et de toute façon, le compromis ne peut pas durer. Vous savez, ça veut dire que vous trouvez qu'on lit très mal cette actualité, au fond? Oui, on le lit très mal. On la lit à travers... Comment vous observez tout cela? Parce que ça...
On lit l'actualité à travers le débat sur l'islam en France. Bon. Et on ne veut pas que le printemps arabe réussisse, parce que si le printemps arabe réussit, ça veut dire que l'islam est compatible avec la démocratie, avec l'Occident, etc. Mais je dirais dans le fond, le débat en France, on s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche. C'est un débat français. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe là-bas. Et là-bas, le débat de type français, il prend pas. Et encore moins en Égypte qu'en Tunisie. En Tunisie, on a un petit groupe de francophiles, francophones, qui parlent de laïcité en termes français. Mais ça touche pas le cœur de la société. Donc, c'est pas une question, encore une fois, de double discours. Ils respectent la démocratie parce qu'ils n'ont pas le choix. De même que, encore une fois, les socialistes ont renoncé au marxisme parce qu'ils n'ont pas le choix. Et les islamistes sont, en gros, je dirais, formatés par le processus. Mais est-ce que tous les islamistes vont la respecter, la démocratie? Est-ce que en Égypte, le rapport de force qu'il pourrait y avoir entre les salafistes et les frères musulmans peut tout de même changer quelque chose ou tendre la situation? Le rapport de force entre frères musulmans et salafis en Égypte va être une clé de l'évolution politique dans les mois et dans les années qui viennent. Parce qu'en intention de vote, je crois que c'est 25, vous me corrigerez, c'est 25% pour les frères musulmans et quelque chose comme 25, un peu plus que ça, et c'est à peu près moitié-moitié, on va dire, 25-25, et 20 pour les laïcs et les démocrates, le reste, entre guillemets. Oui, alors d'abord, il faut se méfier de faire une équivalence entre laïcs et démocrates. Vous avez beaucoup de laïcs qui ne sont pas des démocrates, qui souhaitent que l'armée prenne le pouvoir et réprime les islamistes. Oui. En Tunisie, c'est la même chose. En Algérie, c'est encore pire. Vous avez des libéraux qui ne sont pas des démocrates et vous avez des démocrates qui ne sont pas des libéraux. C'est ça qui brouille un petit peu les cartes. Les frères musulmans, ils ont le choix, soit dans le fond, à s'aligner sur les salafis, charia. C'est un petit peu le même jeu qu'entre la droite en Europe et l'extrême droite. C'est-à-dire, l'extrême droite fait la surenchère vis-à-vis de la droite en disant vous oubliez vos valeurs fondamentales, et la droite a le choix soit à s'aligner sur l'extrême droite, soit à établir une claire distinction. Ouais, ça c'est la Hongrie, il y a la Hongrie là. Voilà, c'est ça, c'est exactement le problème des frères musulmans en Égypte. Et ils ont été assez clairs là-dessus. D'abord, ils détestent les salafis. Ensuite, c'est une question de pouvoir, c'est des concurrents, les salafis, c'est pas des alliés. Et les salafis, ils n'ont qu'un seul programme, la charia. L'économie s'en fiche, tout le reste, ils s'en fichent. Les frères musulmans, eux, c'est un parti de gouvernement. Et ils savent très bien que le vote en Égypte, c'est pas un vote sur la charia, c'est un vote sur la stabilité, parce que là, je dirais, c'est un peu juin 68 après mai 68, le peuple en a un peu marre du chahut de la place Tahrir. Les gens veulent du boulot, ils veulent que les touristes reviennent, ils veulent la paix, ils veulent la stabilité, ils veulent pas la guerre civile. Bon, donc on vote pour le parti de l'ordre. Les frères musulmans se sont présentés et sont perçus, à juste titre probablement, comme le parti de l'ordre, pas le parti de la révolution. Révolution islamique ou révolution démocratique, c'est le parti de l'ordre. Donc ils ont un problème de gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait de l'économie? Les touristes, si on veut qu'ils reviennent, il faut pas transformer l'Égypte en Iran, ça c'est clair. Il faut autoriser l'alcool, parce qu'autrement, les touristes, il faut fermer les yeux sur la mixité sur les plages, etc., etc. Donc ils ont des problèmes concrets de gouvernance. Les salafis se fichent de la gouvernance. Donc les salafis vont faire la surenchère des démagogues et populistes. 8h16, bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vauchet. Bon, vous voulez, ne pas montrer votre désaccord avec Olivier Roy? Non, c'est simplement que je ne comprends pas bien l'idée de post-islamisme. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est une noble entreprise que de chercher à rassurer les opinions occidentales, promptes à suspecter un djihadiste poseur de bombes chez tout pieux barbu portant chachia et gandoura. C'est ce que vous visiez visiblement avec cet essai qui est paru il y a presque 20 ans maintenant, l'échec de l'islam politique. Contre le courant du moment qui commençait à charrier l'idée du choc des civilisations, vous nous expliquiez, Olivier Roy, que l'islamisme est une idéologie tout englobante, construite sur le modèle des grands récits produits par la modernité occidentale elle-même, et vous lui opposiez ce que vous appeliez le néo-fondamentalisme qui privilégie au contraire le quadrillage de la société et l'application de la charia, et qui fait preuve d'un très grand détachement envers la politique et la question de l'État. Une vision du monde qui prétendait réduire des relations complexes à un affrontement frontal entre l'islam en tant que culture globale et l'Occident démocratique, libéral et sécularisé était en effet réductrice et ne pouvait qu'égarer. Et vous avez eu raison donc Olivier Roy de chercher à nous convaincre que les choses étaient de part et d'autre un peu plus compliquées. Mais la conclusion que vous tiriez de votre analyse était déjà plus problématique à mes yeux. L'islamisme politique, écriviez-vous, a échoué tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Il est désormais derrière nous. Presque 2 décennies plus tard, vous n'avez rien renié de vos analyses, mais vous devenez, me semble-t-il, plus difficile à suivre lorsque vous persistez à prétendre que l'islamisme politique est sur le déclin, que son
l'échec est avéré et qu'il est derrière nous donc. D'autant que vous êtes l'auteur d'une note prémonitoire rédigée à la demande du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay en février 2005 sur la démocratisation au Proche-Orient et dans le Maghreb. Vous y annonciez à ce qu'on dit, j'ai pas vu la note, que les révolutions, vous y annonciez à ce qu'on dit les révolutions arabes de 2011, vous incitiez nos diplomates à ne pas tout miser sur les autocrates au nom de la lutte contre l'islamisme, comme ils l'ont fait pratiquement jusqu'au bout. Dans vos prises de position publiques du début 2011, vous avez insisté sur la jeunesse, l'individualisme et le pragmatisme des acteurs des révolutions arabes, et vous vous êtes moqué, je cite, de cette opinion européenne qui s'attend à voir les mouvements islamistes, en l'occurrence les frères musulmans et leurs équivalents locaux, être soit à la tête du mouvement, soit en embuscade, prêts à prendre le pouvoir. C'est ce que vous écriviez dans Le Monde du 12 février 2011. La suite des événements semble vous donner tort. L'islamisme est loin d'être derrière nous. Ennahda, le parti islamiste tunisien, a remporté haut la main les élections dans ce pays et détient 89 des 217 sièges du Parlement. En Égypte, frères musulmans et salafistes totalisent à eux deux 65% des suffrages, une victoire électorale donc écrasante pour des partis islamistes. Et au Maroc, le PJD se retrouve à la tête du gouvernement après avoir conquis 107 sièges sur 325 au Parlement. Alors c'est une chose de dire, comme vous le faites, qu'il y a désormais certains islamistes et la démocratie, qu'entre certains islamistes et la démocratie, il y a des compatibilités, que les islamistes sont devenus conservateurs en politique, libéraux en économie, que la pratique religieuse tend à s'individualiser. C'en est une autre de prétendre que l'islamisme politique est derrière nous, comme vous persistez à le faire. Alors, expliquez-nous, Olivier Roy, ce que vous entendez par post-islamisme dans des sociétés qui semblent aussitôt qu'on daigne les consulter, voter bel et bien pour des partis islamistes. Voilà, et je précise qu'on a donc presque une demi-heure de temps de débat, donc vous avez le temps de persister et de signer si vous le souhaitez, Olivier Roy. Non, mais je trouve que mes idées ont été très très bien résumées, sauf l'appréciation finale, mais vous avez très très bien compris ce que j'ai dit, ce que je dis depuis 20 ans. Pour moi, l'échec de l'islam politique, c'est l'échec de l'islam politique comme idéologie de prise du pouvoir, de gestion de la société, etc. Mais c'est pas l'échec des islamistes comme parti politique. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si en 1981, on pensait, il y en a qui pensaient ça, que la victoire électorale de François Mitterrand signifiait le triomphe du socialisme sur le capitalisme. Et assez rapidement, on a compris que ça signifiait le formatage des socialistes par le capitalisme. Mais je dirais, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les islamistes sont pas des gens qui sont idéologiquement démocrates. Ce ne sont pas des libéraux, comme j'ai toujours dit, ce sont des conservateurs, ce sont maintenant des partis qui sont de droite, qui ne sont plus des partis révolutionnaires. Ils ont été élus par un électorat conservateur qui trouvait que la révolution c'est bien gentil mais que c'est fini, qu'il faut mettre fin à la révolution. C'est juin 68 si vous voulez en France. La victoire électorale des islamistes, c'est aussi l'opinion publique en Égypte qui siffle à la fin de la récréation, qui dit maintenant on veut que les touristes reviennent, on veut du boulot, on veut de la bonne gouvernance, liberté c'est bien joli mais où est-ce que ça va nous mener, etc. Donc les islamistes rentrent, je dirais, par la voie du conservatisme, de l'ordre, de la paix sociale aussi, parce que c'est pas du tout des révolutionnaires, et de la bonne gestion. Donc ils sont dans un processus où ils sont formatés par la scène politique. C'est pas eux qui ont ouvert la scène politique, ce sont les jeunes de la place Tahrir. Mais c'est eux qui récupèrent quand il s'agit de passer aux urnes, tout de même. Bien sûr, mais ça, la République française en 1871 a été fondée par des conservateurs et des royalistes, après l'écrasement de la Commune. L'opinion publique est plutôt conservatrice et a peur de la révolution. Et pourquoi l'islamisme, le fait que l'islamisme soit devenu conservateur et qu'encore une fois est libéral en économie, fait qu'ils sont plus islamistes? Vous avez tendance à penser à avoir comme seul critère d'islamisme le régime communiste qui effectivement était quelque part de gauche, progressiste et islamiste. Et apparemment pour vous, quand les islamistes passent à droite, ils cessent d'être islamistes. Oui, c'est parce qu'ils ne sont plus idéologiques. Ils sont pour des normes, ils sont pour des normes conservatrices sur la famille, sur la femme, sur la vie, etc. Ils n'ont plus des visions idéologiques de la société. Ils sont sur les positions de la droite chrétienne aux États-Unis, sur les positions du Vatican sur beaucoup de sujets. Donc ce ne sont pas des féministes. Contre l'avortement, contre l'homosexualité. L'avortement, c'est pas un débat pour le moment. Mais ils vont s'aligner là-dessus, bien sûr.
Oui, le mariage gay n'est pas pour demain en Tunisie, ça c'est sûr. Hein. Bon, mais ils sont démocrates au sens où Madame Boutin est aussi démocrate. Je veux dire, on a un peu cette idée chez nous que pour être démocrate, il faut être de gauche, libéral et laïque. Non, on peut être religieux, conservateur, de droite et démocrate. Ça, c'est l'AKP que vous êtes en train de définir, oui, là. Tout à fait. L'AKP turc. Oui, c'est le modèle, à votre avis, pour ces partis, c'est le modèle, y compris pour les frères musulmans en Égypte? Oui, alors les frères musulmans en Égypte n'aiment pas quand on leur parle du modèle turc, hein, parce que les Ottomans, c'est pas une bonne référence, et parce qu'ils estiment qu'ils ont leur propre histoire, etc. Mais de fait, c'est le modèle. Regardez par exemple le nombre de partis islamistes du Maroc jusqu'en Égypte qui ont pris des noms de partis politiques sur justice et développement, justice et etc. liberté. Où ils imitent le parti AK. Et qu'est-ce que c'est que le parti AK? C'est un parti qui joue le jeu parlementaire, démocratique, etc., qui est très conservateur, qui est formé d'anciens islamistes, qui est très libéral en économie, qui est tout à fait sur les positions de la droite chrétienne américaine. Donc c'est pas la question, parce que ça va être la question centrale du débat, la question de la charia. Hein. Vous dites, oui, pardon, alors je vous coupe un instant, parce que vous dites la charia ne peut pas être le principe d'organisation de la société, même si bien sûr elle garde sa valeur comme principe d'unité de la vie du croyant. Pourquoi donc la charia ne peut pas être le principe d'organisation de la société? Parce que la charia n'a jamais été un principe d'organisation d'aucune société. L'idée que la charia est un système de droit qui englobe tout, etc., c'est une idée moderne. C'est une idée du XXe siècle. Vous ne trouverez jamais ça chez les auteurs de l'époque classique du monde musulman. C'est la reconstruction de l'islam sur le modèle des idéologies politiques, du marxisme par exemple, du XXe siècle. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que de tout temps, la charia était un modèle d'organisation de la société. Les salafis, eux, sont sur cette position-là. Il faut mettre en œuvre la charia. Bon, mais une fois que vous avez voilé les femmes, autorisé la polygamie et coupé quelques mains, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, l'Arabie Saoudite, elle fonctionne pas sur la charia. L'Arabie Saoudite ne fonctionne pas sur la charia. Non, l'Arabie Saoudite, elle fonctionne sur le pétrole, elle fonctionne sur la monarchie saoudienne, etc. La charia, c'est un petit espace, hein, très visible évidemment, de quelques normes de droit, quelques normes juridiques, et surtout la question du statut de la femme, qui est évidemment absolument centrale dans cette question-là. Mais c'est pas sur la charia que le système saoudien fonctionne. Il fonctionne sur la politique. Brice et puis Daniel Salnave aussi. Patrick Henny, dans le même numéro de la même livraison de la revue Esprit, dit quelque chose qui va exactement dans votre sens, et je vais le citer parce que c'est intéressant. Il dit la tendance émergente considère que la norme religieuse ne définit pas une politique. On passe d'un régime de la norme religieuse où l'islam est considéré comme une réponse immédiate avec des slogans comme l'islam c'est la solution ou le Coran est notre constitution, à un régime de la valeur. Et le passage d'un régime de la norme à un régime de la valeur correspond à une forme de désacralisation. Le religieux devient alors plus lointain, perd de sa dimension programmatique. C'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ce qui se passe en Tunisie. Olivier Roy. C'est ce qui se passe en Tunisie. Vous ne voyez pas Ranouchi parler de la mise en place de la charia. Par contre, vous voyez une des élus, la seule à ne pas porter le voile du parti Nahda, qui dit les mères célibataires, c'est un scandale. Donc, qui parle en termes de normes sociales et de normes morales. Et qui dit, finalement, le problème de la société, c'est un problème d'éthique. C'est qu'on ne sait pas respecter la bonne éthique. C'est que les pères abandonnent les enfants, que les femmes acceptent d'aller avec plusieurs hommes, etc., etc. Donc elle parle comme une catholique conservatrice parlerait, comme un évangélique américain parlerait. Elle n'a jamais dit, et probablement elle ne le pense pas. Le problème, c'est que ces personnes-là ne respectent pas la charia. Parce qu'ils sont effectivement, en ce sens-là, dans le post-islamisme. Daniel Salnave. Oui, j'aurais deux questions à vous poser. La première, je comprends et je partage aussi la distinction que vous faites entre l'idée qu'il faut être démocrate et de gauche et laïque, et qu'on peut être démocrate avec un certain nombre de valeurs conservatrices. Le problème que je me pose, c'est tout de même la question du statut des femmes est quand même transversale. Comment peut-on véritablement être démocrate si on est partisan du maintien soit d'un code de la famille plus ou moins bien révisé, si on est tout de même dans la conservation des valeurs les plus traditionnelles concernant la répartition des rôles des sexes. Ça, c'est la première question. Olivier Roy. Oui, c'est pour ça que la question du statut de la famille est centrale. Et en Tunisie, le Ennahda a dit qu'il ne toucherait pas
la question du statut de la femme, parce que c'est évidemment, c'est là qu'on les attend, c'est là l'épreuve. Par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire alors avec leurs valeurs conservatrices à partir du moment où ils disent qu'ils ne touchent pas au statut de la femme? Ils vont moraliser, entre guillemets, hein, c'est leur vocabulaire à eux, pas à moi, la société. Alors, par exemple, c'est pas par hasard si un des leaders de Nahda a parlé du problème du harcèlement sexuel. Bon, avec sous-entendu, si on mettait un peu d'ordre à l'université, si on séparait bien les choses, il n'y aurait pas de harcèlement sexuel. Donc, on reconnaît l'entrée des femmes dans le marché du travail, très important. On reconnaît l'égalité formelle étudiante-étudiant, mais on dit il faudrait quand même moraliser. Mais on veut les séparer dans les universités. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie ces derniers temps. Il y a eu des bagarres, les salafistes sont intervenus. Ils ont frappé des étudiants parce qu'ils voulaient pas que les filles soient, parce qu'ils voulaient que les filles soient volées, qu'il y ait des salles de prière et que les hommes et les femmes, que les hommes ne puissent pas enseigner aux filles. Ça reste quand même assez loin, quand même. C'est pas Nahda. Ouais. Les salafistes, ils n'ont pas gagné encore, quand même. Les salafistes sont à droite de Nahda, si vous voulez. Et puis, les salafistes n'ont pas de problème de gouvernement. Les salafistes, c'est un petit peu comme les populistes. Hein. Eux, ils font la surenchère démagogique. Ils poussent les partis islamistes dans leur retranchement. Ils disent aux partis islamistes, bon, maintenant vous parlez de démocratie, mais l'islam, c'est où? Qu'est-ce que vous en faites de l'islam? Donc ils vont constamment faire de la surenchère. Mais ils n'ont pas de problème de gouvernement. Ils vont faire de la surenchère sur la question de la femme. Et ils vont en faire sur l'alcool, sur ces questions-là. Et je dirais, dans le fond, c'est un petit côté positif, parce qu'ils obligent les frères musulmans à être clairs. Hein. Et les frères musulmans, comme souvent dans ces partis conservateurs, on n'aime pas trop la clarté, parce que, ils vont être obligés. Et donc, quand il y aura un ministre de l'Éducation, il va être obligé de prendre des décisions. Hein. Alors, est-ce qu'on autorise... Alors, l'autorisation du voile, moi, me paraît aller de soi. C'est une question de liberté individuelle. Le niqab, c'est autre chose. Hein. Donc là, est-ce qu'il faut rendre la séparation des sexes obligatoire dans les amphithéâtres, filles d'un côté, garçons de l'autre, filles au fond ou filles devant, etc., etc. Voilà, ils vont être confrontés à des questions très claires. Et ils vont être obligés de prendre des décisions. Et il y aura un débat public, parce que il y a un débat public. Daniel Salnave, il y avait une deuxième question. Vous demandez, oui, si vous feriez sa place à une question que pose un autre article du même numéro d'Esprit. C'est l'article de Gérard Khoury, Les révolutions arabes à la lumière de l'histoire. Et il écrit ceci: les facteurs majeurs du blocage des pays arabes, que j'ai essayé de développer, dit-il, c'est la politique occidentale et israélienne de fragmentation du monde arabe et le blocage interne des sociétés arabes en raison du poids des structures familiales et claniques. Je crois que les deux points qu'il met bien en valeur, c'est évidemment un point géopolitique, le rôle d'Israël dans la question des pays arabes aujourd'hui, et de l'autre côté, ces structures anthropologiques, communautaires, familiales et claniques. Olivier Roy. La question du rôle des interventions étrangères, je crois qu'elle a été reposée de manière totalement différente par le printemps arabe. Les révolutions ne se sont pas faites sous le slogan « abat l'impérialisme américain, abat le sionisme hein. ». Et c'est complètement nouveau dans le monde arabe. Et les frères musulmans, dans leur campagne électorale, n'ont pas ramené la question du sionisme ou de l'impérialisme américain. C'est également totalement nouveau. On sait que les frères musulmans ont des réticences par rapport au traité de paix avec Israël, mais ils ont évité de dire des mots blessants, et ils posent ça en termes de démocratie, en disant, bon, il faudrait que ce traité soit soumis au référendum. Ils ne disent pas « abat l'entité sioniste ». Et ça, c'est complètement nouveau. Donc je crois que aujourd'hui, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre ça, la question israélo-palestinienne n'est plus au cœur du monde arabe. C'est fini. Bon. Ce qui est un problème pour les Palestiniens et les Israéliens. Hein. Ils sont plus sur le devant de la scène. Ils croient l'être, mais ils le sont plus. Les Palestiniens ont compris, les Israéliens n'ont pas encore compris. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, structure clanique, etc., la société traditionnelle. Oui, elle existe toujours, mais on a une nouvelle génération. Celle qui a fait Tahrir, celle qui a fait le printemps arabe. Cette nouvelle génération... Celle qui a fait Tahrir, pardon de vous couper juste une seconde. On dit beaucoup, par exemple, qu'elle n'est en fait pas majoritaire. Elle serait due à la place Tahrir, mais si l'on regarde au fond les intentions de vote aujourd'hui aux législatives, ça n'est pas la place Tahrir qui vote en Égypte. Bien sûr que non. De même qu'en France, ceux qui ont fait mai 68 ont été vaincus aux élections de juin 68. Je dirais c'est logique. C'est logique. Dans ces mouvements révolutionnaires où il y a une forme d'instabilité, à un moment donné, vous avez une réaction conservatrice, et y compris parmi des jeunes qui votent à ce moment-là pour l'ordre. Mais il y a un changement social profond. Mais ces sociétés sont des sociétés complexes, comme n'importe quelle société, comme nos sociétés. C'est pour ça qu'il y a toujours cette espèce d'essentialisation de la société arabe. Les Arabes, les musulmans, la société arabe. Non. Alors, en quoi c'est nouveau? On a effectivement une nouvelle génération. Et là, on a des données sociologiques. Partout dans le monde arabe, on a une chute du taux de fertilité.
Et ça, c'est très important. La Tunisie a un taux de fertilité inférieur à la France. Donc la génération qui a 20 ans aujourd'hui, c'est la dernière génération nombreuse. Mais cette génération se marie beaucoup plus tard. Cette génération est éduquée, collège, lycée, université. Cette génération est égalitaire en termes hommes-femmes. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la même proportion d'étudiantes et d'étudiants. Donc ils ont été éduqués à côté de filles et de garçons. Mais c'est pas eux qui font les gros bataillons électoraux, encore une fois. Bien sûr que non. Mais comme n'importe où dans le monde. Il y a la campagne derrière qui, elle, oui, pas forcément sur la ligne des étudiants branchés, connectés sur Facebook. Mais bien sûr. Simplement, on a un changement profond de société. D'abord, ces jeunes-là, qui ont 20 ans, etc., ils sont sur le terrain pour les 40 prochaines années. Hein. Je veux dire, c'est comme les 68 heures. Ceux qui disaient en juin 68, ah mais 68 c'est fini, bon, ben maintenant, regardez un petit peu qui et quoi et où. Hein. La génération 68 heures, elle a gagné en France. Hein. Elle est passée à droite très souvent, mais enfin, ça, c'est notre affaire. Hein. C'est notre affaire. Non. Je me sens pas visé. Mais c'est une nouvelle génération, c'est-à-dire c'est pas la droite des années 50. Voilà. Ce sont des jeunes qui se marient beaucoup plus tard, font moins d'enfants, sont beaucoup plus individualistes, ont la maîtrise d'Internet, du téléphone portable. C'est une société, je dirais, c'est une génération de pères P-A-I-R et non pas de pères P accent grave R-E. Et ça change tout. Alors évidemment, là, on est dans la phase réaction conservatrice. Et c'est logique, parce que on vit pas dans la révolution permanente, qu'on soit trotskiste ou autre. Hein. Mais il y a quelque chose d'irréversible, si vous voulez. Hein, comme en France en 1871 ou en 1968. Quelque chose a changé, comme dirait la... Alors, un autre terme que je voudrais vous faire décrypter et préciser, parce que il est employé un peu à tout bout de champ, il a été beaucoup employé en tout cas au printemps dernier, c'était l'idée que enfin les sociétés arabes étaient sur la voie de la sécularisation, et là le mot magique était prononcé pour dire que le progrès était total et pour des siècles et des siècles. Or, vous dites-vous, la sécularisation, il faut s'en méfier parce que c'est à double tranchant. C'est pas nécessairement ce qu'il faut le plus réclamer pour dire que ces sociétés arabes seraient rentrées dans une modernité laïque et religieuse. D'abord, il y a ce présupposé qu'il n'y a pas de démocratie sans sécularisation, qui est absurde. C'est une reconstruction après coup. La démocratie américaine n'a pas été créée par des laïcs. Les puritains qui ont fondé l'Amérique, c'était des fondamentalistes. Et ils n'étaient pas libéraux, hein, mais ils étaient démocrates. Bon. Donc il faut qu'on sorte de cette idée-là. Parce que cette idée-là, c'est ça qui nous a amenés à soutenir des dictateurs laïcs. Hein. C'est-à-dire à dire, bon, voilà, il n'y aura pas de démocratie tant que les sociétés ne sont pas sécularisées. Les seuls qui peuvent les séculariser, ce sont des dictateurs à poigne. Et donc on les soutient. Et quand, au bout de 50 ans, la société sera sécularisée, alors peut-être on pourra penser à la démocratie. Sauf que ça n'advenait évidemment pas. Les 50 ans sont passés. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Pas de démocratie, dictature, pas de développement économique et fondamentalisme. C'est ça un petit peu le paradoxe. Les sociétés... Mais la sécularisation on dire réelle, enfin disons effective, telle qu'on l'imagine dans le concept, ne prémunit pas de toute façon contre le fondamentalisme. Non. De fait, pas celle des dictateurs arabes, celle que l'on verrait advenir aujourd'hui. C'est pas la question. Non, parce que la sécularisation produit du fondamentalisme. Parce que dans par réaction. Non, parce que c'est plus complexe par déculturation. Parce que, c'est ce que j'explique dans la Sainte Ignorance, parce que les vrais croyants ne sont plus en phase culturelle avec l'ensemble de la société, et donc se reconstituent comme une communauté de foi qui affirme son identité religieuse avant tout. C'est le phénomène des salafis en Égypte, par exemple. Les salafis sont pas du tout des musulmans traditionnels égyptiens. Les salafis, c'est une reconstruction artificielle d'une communauté de foi sur des normes islamique abstraite empruntée à l'Arabie Saoudite. Bon, ben, c'est comme les évangéliques protestants, et comme maintenant, de plus en plus, une certaine droite catholique. Brice. En Tunisie, les islamistes sont obligés de composer avec d'autres forces politiques, des forces de gauche, laïcisées, sécularisées en partie, alors qu'en Égypte, au contraire, vous nous le dites vous-même, les frères musulmans sont concurrencés sur leur droite, quelque part, par des salafistes, qui les pressent au contraire de se radicaliser, d'opter pour la foi de Dieu contre la logique démocratique. Donc là, il y a bien une différence. On peut imaginer un scénario à la turque pour la Tunisie, mais est-ce qu'on peut l'imaginer également pour l'Égypte vu la situation électorale cette fois?
Il y a d'autres contraintes. Olivier Roy. Il y a d'autres contraintes en Égypte. Il y a l'armée. Alors l'armée joue d'une manière catastrophique, enfin elle est d'une bêtise dans sa gestion de la crise qui est étonnante. Mais elle est là. L'armée garde une certaine légitimité pour le moment en Égypte, et je ne pense pas que l'armée fera un coup d'État. Je sais qu'il y a certains laïcs qui aimeraient bien que l'armée fasse un coup d'État. Elle ne le fera pas. Elle va se protéger, garder ses privilèges, mais elle sera là. Ce qui fait que les frères musulmans n'auront jamais le monopole de la force, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Ils seront obligés effectivement de faire de la politique. Je dirais il y a trois choses en fait, il y a trois obstacles à la démocratie. Un, la rente pétrolière. Bon, Iran, Arabie Saoudite et Algérie, parce que dans ce cas l'État paye, et puis surtout il n'y a pas de vraie classe moyenne. Tout le monde dépend de l'État. Deux, l'intervention militaire étrangère, Irak et Libye, ça bloque la démocratie. Et trois, une armée forte, surtout quand c'est une armée qui perd toutes ses guerres et n'existe que, dans le fond, pour réprimer le peuple, comme en Égypte et en Syrie également. Et donc là, en Égypte, on a cette question de l'armée, ce qui oblige les frères musulmans à faire de la vraie politique. Et ce qui va les obliger... L'autolimitation, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'ils essayent de ne pas exploiter leur avance électorale alors qu'elle est écrasante. Oui. Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. La sagesse, c'est pas un état d'esprit. La sagesse, c'est du réalisme. La politique reste une question de rapport de force. Mais vous ne répondez pas à ma question par ailleurs. C'est vrai que les salafistes font de la surenchère et concurrence sur leur droite, les frères musulmans en Égypte, et qu'ils les pressent de choisir entre la loi de Dieu et la loi des hommes, entre la démocratie et la charia. Et là, il faudra bien qu'ils donnent une réponse à un moment ou à un autre. Bien évidemment, et même c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ils vont être obligés d'être clairs. Ce qui leur déplaît. Ils aimeraient bien maintenir une certaine ambiguïté, vendre sous le nom de charia des lois qui ne sont pas spécifiquement islamiques, etc. Là, ils vont être obligés d'être clairs. Et je crois qu'ils sont, en tout cas les nouvelles générations de frères musulmans, ils sont assez mûrs politiquement pour être clairs. Pour dire non, la charia c'est une question de valeur plus que de normes, et pour aller dans ce sens du passage de la norme religieuse au sens strict à des valeurs qui peuvent être partagées par des gens qui ne sont pas des croyants. Et la valeur garantissant donc le principe démocratique plus que la norme. Oui, si je vous suis. Oui, bien sûr, parce que la valeur... D'où pour vous l'importance de ces mots-là. Non, mais c'est très important, qu'on soit d'accord ou pas avec vous, de comprendre votre raisonnement entre normes religieuses et valeurs, effectivement. Oui, je vous donne un exemple qui est arrivé en Turquie. Voilà. En 2004, Erdogan a proposé une loi punissant l'adultère. Bon, grand scandale, et les gens se sont dit, ça y est, il est en train de nous ramener la charia par la fenêtre. Mais en fait, quand on regardait la loi en question, c'est une loi qui définissait l'adultère par rapport à une conception de la famille chrétienne, c'est-à-dire un homme et une femme, un couple. Et donc les fautes étaient les mêmes des deux côtés. C'était une loi, et cette loi, elle existe, elle est appliquée dans un pays, dans 10 États américains. En Virginie occidentale, elle a été appliquée pour la dernière fois en septembre 2000. Un juge à la retraite a été condamné à 2 mois de travaux d'intérêt général pour avoir trompé sa femme. Il était dénoncé par sa maîtresse, évidemment. Et c'est typique. Là, on voit très bien comment, au nom d'une conception religieuse, etc., en fait, on assiste à une sorte d'alignement beaucoup plus sur une vision de la religion qui est occidentale et qui n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Daniel Salnave. Oui, je me dis, en vous écoutant, qu'il y a un travail de précision aussi sémantique à faire sur des notions comme sécularisation et laïcité, qui ne sont pas du tout la même chose, hein, on est bien d'accord. Et on peut être, une société se sécularise aussi parce qu'elle adopte des valeurs liées à la mondialisation, à la technologie, à une liberté d'expérience et pas forcément de conviction philosophique, alors que la laïcité est vraiment un principe de droit, de séparation de l'État et des religions. Je faut observer tout simplement qu'aux États-Unis, d'ailleurs, c'est tout à fait opposé, parce qu'il s'agissait de protéger les religions de l'emprise de l'État, alors que la laïcité à la française protège l'État de l'emprise des religions. C'est deux visions tout à fait opposées. Et que le mot laïcité n'existe pas en anglais. Voilà. Olivier Roy, un mot de commentaire Oui, le problème, c'est qu'en France, on est dans un débat franco-français. Et on applique ce débat franco-français au monde musulman. Bon, alors que si vous allez aux États-Unis, c'est pas du tout en ces termes-là qu'ils vont parler de la démocratisation du monde arabe. Aux États-Unis, on le sait, aucun candidat ne peut se présenter à l'élection présidentielle s'il n'exhibe pas sa foi. En France, ça serait incongru de faire ça serait même contre-productif. Mais alors, bon, d'accord. Bon,
autre exemple pour se comprendre quand on observe et que parfois effectivement l'imprécision des mots fait commettre des erreurs d'interprétation très grandes. Mais là, si je vous prends deux exemples sur les scandales à propos des publications, notamment à la suite des publications d'écriture de Mahomet. Ça continue. Le 24 décembre, le Maroc a bloqué la distribution de l'Express, qui a publié dans un numéro spécial un dossier sur le monde arabe avec une reproduction du visage du prophète Mahomet. Et là, il y a 2 jours, le 4 janvier, le Maroc a bloqué la distribution du Nouvel Observateur, qui publie également un dossier sur le monde arabe comportant une représentation du visage de Mahomet. Oui, alors le Maroc, ça veut dire le roi. Enfin, c'est pas les islamistes qui ont bloqué, etc. C'est le Marzen. Le ministre des islamistes n'était pas encore le ministre islamiste n'était pas encore au pouvoir à ce moment-là. Oui, on va voir des choses comme ça. Ça va être des sociétés. Ce sont déjà des sociétés. C'est pas une question d'islamisme ou pas. En Égypte, par exemple, la traduction, pas la traduction, le texte arabe des Mille et une nuits était interdit sous Moubarak. Hein. Donc on va maintenant attribuer aux islamistes un conservatisme frileux sur la question du blasphème, etc., qui existe dans les sociétés arabes, et en Inde en particulier, depuis des années. Et maintenant, on va dire, vous voyez, résultat de l'islamisme. Mais ce sont des sociétés où il y a une censure, hein, et la censure va être un débat très clair. Parce que, justement... Mais alors, quand même, on pourrait penser, dans l'angélisme qui me caractérise, que tout de même, alors une vraie société démocratique, là aussi, ne serait pas empêtrée dans la censure, tout de même. Ah bon? Parce que dans les années 20, à Hollywood, il n'y avait pas de censure. Ah, mais le macartisme a produit des œuvres cinématographiques, et grâce au macartisme, on a eu des films magnifiques. Voilà, alors maintenant, il faut attendre la nouvelle production du film tunisien. Bon. Bien sûr, vous avez réponse à tout. Ça va être un grand débat. Hein. Je trouve Olivier Roy extrêmement convaincant. Ah, mais je vous vois en tous les votes presse. Extrêmement convaincant. Oui, absolument. Oui. Alors, allez, ceci pour vous faire plaisir, vous voyez, vous ne serez pas venu pour rien, Olivier Roy. Non, un mot, vous aviez le mot de Moubarak à la bouche à l'instant, c'est de cela que vous allez nous parler dans votre coup d'œil, Thomas Cluzel. Oui, avec un article de la correspondante au Caire du journal suisse Le Temps, article intitulé « La peine capitale pour Moubarak ». Point d'interrogation. Hier, le ministère public égyptien a en effet requis la peine de mort par pendaison contre le raïs déchu, et toute spectaculaire qu'elle soit, eh bien la demande du procureur général n'a pas vraiment étonné en Égypte, écrit la journaliste, étant donné les crimes pour lesquels comparaissent les plaignants, requérir la peine capitale semble être inévitable. Et d'ailleurs, la majorité des Égyptiens est désormais plus focalisée sur les élections en cours que sur le procès de l'ancien raïs. Reste que même si les familles des martyrs présents hier ont longuement applaudi la prestation du procureur, plusieurs avocats des parties civiles n'étaient pas convaincus. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les réquisitions, mais les preuves présentées à la Cour. Et pour l'instant, il n'y a pas de preuves tangibles, a notamment regretté le directeur du réseau arabe pour l'information sur les droits de l'homme, qui ne s'attend donc pas à un jugement équitable. Selon lui, le discours du procureur hier était rhétorique, pauvre, ce qui va permettre aux avocats de la défense de réfuter facilement l'argumentaire. Oui, mais même s'il n'y a pas de preuves évidentes, c'est vrai, la logique parle d'elle-même, affirme de son côté un autre avocat des familles des victimes. Moubarak n'a pas essayé d'empêcher l'usage de la violence contre les manifestants qui a duré plusieurs jours. Il est donc coupable de ne pas avoir protégé son peuple. En revanche, le problème, dit-il, c'est que même si Moubarak est reconnu coupable, il y aura ensuite une procédure d'appel, et si la peine de mort est finalement prononcée, le grand moufti devra encore donner son accord, sans compter qu'un autre obstacle rend, selon lui, l'application de la peine peu probable, la santé du condamné à mort. On ne dit rien sur l'âge du condamné dans le droit égyptien. En revanche, on ne peut pas exécuter un homme malade. Alors, au terme de cette journée cruciale, le juge a indiqué hier que le procès se poursuivrait les 9 et 10 janvier prochain. Les avocats des deux bords devront alors présenter leur plaidoirie sur le deuxième volet du procès, les accusations de corruption et de détournement de fonds. Dans tous les cas, il y a des chances que le tribunal rende sa décision avant le 25 janvier, et le journal de conclure. Une condamnation d'Hosni Moubarak tomberait alors à point nommé le 25 janvier. Les activistes égyptiens appellent en effet à des manifestations massives dans tout le pays contre les généraux au pouvoir pour l'anniversaire de la Révolution. Merci Thomas Cluzel. Olivier Roy, le maréchal Tantaouine, qui était le meilleur ami jusqu'à présent de M. Moubarak, n'évitera pas l'exécution de son ami? Si, sans doute, parce que ça ferait un scandale, parce que c'est des procès politiques, tout ça. Je me demande, le juge et le procureur là qui jugent Moubarak, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque de Moubarak? Ils étaient quoi? Bon, à mon avis, juge et procureur. Oui.
Bon. Il nous reste peu de temps. Nous arrivons au bout du bout de cette émission avec vous, ce qui est bien dommage. D'ailleurs, on va demander si on va pas continuer 1 heure avec vous pour comprendre d'autres choses. Mais tout de même, un mot alors peut-être sur la situation en France. Bon, vous avez quand même vu, même si vous êtes plus souvent à Florence qu'à Paris ou du coup dans votre petit coin, vous avez quand même vu qu'il y a eu un quinquennat assez mouvementé sur les questions d'identité et de pratique de la religion dans l'espace public. Le ministre de l'Intérieur, M. Guéant, vient d'annoncer qu'il y avait une accalmie, qu'il fallait au fond peut-être arrêter de toujours agiter ces questions d'islam dans la société. Comment vous voyez-vous au fond cette façon que nous avons en France de beaucoup nous énerver très très vite sur ces questions-là? Parce que la laïcité en France, ça n'est plus un principe juridique, ça n'est plus un principe politique de séparation de l'Église et de l'État, c'est devenu un référent identitaire. Et ça, Marine Le Pen l'a parfaitement compris. Alors que l'extrême droite était plutôt du côté des religions il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, la laïcité, c'est l'identité française. Bon. Alors du coup, évidemment, là, le débat sur l'islam est biaisé dès le début. Et d'autre part... vous dites, en fait, quoi, il se rejoint le fait que il est biaisé quand on parle des printemps arabes et il est biaisé quand on parle des musulmans de France. Oui, bien sûr. De fait, bien sûr. Tout se brouille en même temps. Oui, parce que pour la gauche, la laïcité, ça concerne toutes les religions. Mais pour la droite, la laïcité, ça concerne essentiellement les musulmans. Le bilan de l'application de la loi sur l'interdiction du port du voile intégral fait état de 286 contrôles et 237 verbalisations. Et toujours M. Guéant, le ministre de l'Intérieur, estime que le port du voile est nettement moins fréquent en France. Est-ce que ça correspond, selon vous, à des observations de l'évolution des sociétés occidentales sur cette question du port du voile dans nos contrées? Je pense que le port du voile intégral, c'est-à-dire le niqab, relève plus de comportements sectaires que d'une pratique de la religion. Et ça, qu'on soit en France, en Allemagne, etc. Donc je pense qu'il y a maintenant, en Europe et pas seulement en France, une tendance à faire la séparation entre le voile de foulard, d'un côté, qui est considéré comme acceptable, plus ou moins, et le niqab, qui est considéré comme inacceptable. Et tous mes collègues, les étudiants qui ont travaillé sur les femmes en niqab, sont arrivés à cette même conclusion. Ce sont plutôt des femmes seules, par exemple, pas du tout des femmes mariées, ce sont des femmes éduquées. Il y a une proportion d'à peu près d'un tiers de convertis. Alors non, voilà, moi je voulais vous soumettre ça. Voilà, sur les interpellations, près du quart des femmes contrôlées sont des convertis. Oui, évidemment, les convertis sont toujours ceux qui en rajoutent, je dirais, et qui ne sont pas du tout dans une religion culturelle. Ils sont dans une religion de la foi pure, ou de ce que eux croient être la foi pure. Et le converti est aussi dans l'exhibition de sa foi. Il veut convaincre les autres. Et le port de la burqa, c'est pas une manière de se dissimuler, c'est au contraire une manière de s'exhiber. C'est très clair, et ça a été pris comme tel d'ailleurs par l'opinion publique. Bonjour Olivier Roy. Bonjour. Merci de nous rejoindre au matin de France Culture pour essayer de répondre à cette question que nous nous posons à la suite de vos travaux et de vos recherches. Sommes-nous entrés dans une ère post-islamiste? Je précise que vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut européen de Florence, où vous dirigez le programme méditerranéen. Alors nous avons en ce moment beaucoup, si j'ose dire, de grains à moudre, des violences du groupe islamiste Boko Haram au Nigeria, à la percée des frères musulmans aux élections égyptiennes, de l'arrivée des islamistes au gouvernement du Maroc, au blocage de la fac de lettres de Tunis pour cause d'interdiction du niqab. Une fois de plus, donc, l'islam fait l'actualité dans une grande partie du monde. D'aucuns y voient une menace, voire la fin même des révolutions arabes. Et nous n'avons pas manqué ce débat au matin quand nous recevions ici Jean-François Bayard et Martine Gozlan sur la compatibilité entre islam et démocratie. C'est toujours dans le prolongement de cette réflexion que nous vous avons invité ce matin, Olivier Roy, on le dit, grand spécialiste de l'islam. Vous aviez marqué le débat il y a 20 ans
en annonçant l'échec de l'islam politique, en posant cette question aujourd'hui, et si les printemps arabes nous avaient fait entrer dans l'ère du post-islamisme, ce qui fait d'ailleurs beaucoup débat et sépare beaucoup parfois les avis. Enfin, autrement dit, le retour de l'islam n'annoncerait ni la charia, ni le retour des femmes à la maison, mais plutôt une sorte d'affirmation culturelle, aimez-vous à rappeler. On va donc voir avec vous dans cette première partie déjà quels sont les éléments de votre réflexion. Alors moi, le tout de go, première question très simple. Un an après donc ces premiers soulèvements, un premier constat s'est imposé dans les nouvelles démocraties, Tunisie, Égypte, où il y a la troisième phase des élections qui intervient en ce moment, où donc les régimes aujourd'hui semblent vouloir, enfin les sociétés semblent vouloir désirer voter pour des islamistes qu'on étiquette aujourd'hui plus ou moins islamistes modérés. Olivier Roy, décryptage. Ouais, ce sont des islamistes qui jouent le jeu de l'élection, de la Constitution, du Parlement, des coalitions gouvernementales, etc. Donc, en ce sens-là, on est dans le post-islamisme parce qu'on n'est plus dans des partis qui sont essentiellement idéologiques, qui seraient à la conquête de l'État et qui voudraient réislamiser la société à partir de l'État. Donc, en ce sens-là, si vous voulez, toute la dynamique de la révolution islamique qui était dominante à la fin des années 70, dans les années 80, pour moi, c'est fini. Les partis islamistes sont devenus des partis conservateurs. Ce ne sont pas des libéraux, évidemment. Et ils sont rentrés dans la démocratie à reculons. Ce sont plutôt les événements qui leur ont imposé la démocratie. Mais ils n'ont pas les moyens de prendre le pouvoir. On le voit bien en Égypte. Ils peuvent être élus, mais ils n'ont pas les moyens militaires, les moyens armés de prendre le pouvoir. Ils ne le cherchent pas. Ça ne les intéresse pas. C'est pas ça leur voie. Leur modèle, c'est plutôt le parti AK en Turquie. C'est-à-dire d'un parti qui se voulait essentiellement idéologique et religieux, passer à un parti conservateur de droite qui s'appuie sur la défense de valeurs, valeurs évidemment traditionnelles, la famille, la pudeur et ces choses-là, plutôt que sur la volonté d'établir la charia, qui elle est le slogan des salafis, qui ne sont pas des islamistes. La scène politique est quand même beaucoup plus complexe qu'on le dit volontiers ici. Alors justement, elle est plus complexe et c'est en ce sens quoi que vous pensez, vous, qu'elle effraie à bon compte ceux qui veulent dénoncer le faux processus au fond de la révolution arabe, disant finalement cette révolution ne mènera à rien puisqu'elle va à nouveau au fond porter au pouvoir des civilisations et des sociétés obscurantistes puisque les femmes seront voilées, n'iront pas au travail et que la charia fera la loi. C'est-à-dire, on a bien vu qu'en Libye tout de même la situation semble se tendre plutôt de ce côté-là, enfin où la charia a été érigée en principe immédiatement par les autorités libyennes qui ont pris le pouvoir. D'abord non, la charia n'a pas été déclarée loi d'État. C'est juste un des dirigeants qui a dit que la charia pourrait être la loi de l'État, mais elle n'a pas été déclarée. Elle n'a pas été déclarée en tant que telle. Non. Pour une raison très simple, il n'y a pas de gouvernement en Libye. La Libye est un très mauvais exemple. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de gouvernement. Vous avez une opposition qui est arrivée au pouvoir grâce à une intervention armée de l'extérieur. C'est pas du tout un processus démocratique ce qui se passe en Libye. On a eu une guerre civile. Alors évidemment, j'ai beaucoup plus de sympathie pour les opposants que pour le régime de Kadhafi. Mais tant qu'il n'y aura pas d'élection, tant qu'on n'aura pas une constitution, on peut pas parler. C'est pas un printemps arabe, c'est une guerre civile. Bon. Et il y a un camp qui a gagné, celui que nous on a soutenu. Il a gagné parce qu'on l'a soutenu. Mais ça n'a rien à voir avec la Tunisie. Donc les déclarations, vous, que l'on entend par exemple, que l'on a entendu pour la Libye, pour vous, ne sont pas des déclarations inquiétantes, puisqu'elles n'ont pas d'effet pour l'instant. C'est pas ça, c'est-à-dire le type qui a fait cette déclaration-là, il est probablement sincère ou démagogue, j'en sais rien, ça m'intéresse pas. Il n'est pas élu, c'est pas du tout un produit du printemps arabe. C'est une faction qui a pris le pouvoir par les armes en Libye. Et puis de toute façon, en Libye, vous savez, le problème c'est pas la charia. En Libye, c'est le clanisme, le tribalisme, c'est les milices armées. C'est un problème de pouvoir et de pouvoir qui va se régler à la Kalachnikov dans les rues de Tripoli, malheureusement. Alors si on prend les lieux des processus démocratiques, la Tunisie et l'Égypte. Qu'est-ce que vous dites, vous, à ceux qui accusent, au fond, le double discours dont on accuse les islamistes aujourd'hui, à savoir, voilà, il y a un double discours qui est à vocation occidentale et qui est là pour assurer, mais que dans le fond du fond, rien ne changera. Il n'y a pas de double discours. Des gens comme Rachid Ranouchi en Tunisie sont très cohérents. Ça fait 20 ans que Rachid Ranouchi, dans l'opposition, écrit, explique ce qu'il entend, lui, par société civile, par État civil, par démocratie. Et c'est tout simplement parce qu'on le lisait pas, on l'écoutait pas. On découvre, surtout en France, parce qu'aux États-Unis, ces questions-là, ils sont beaucoup plus ouverts.
En France, on découvre d'un seul coup des gens qui on a refusé de parler. Rachid Ranouchi, on lui a refusé un visa quand il a été chassé, quand il a dû s'enfuir de la Tunisie il y a une vingtaine d'années. Il est allé à Londres et on s'étonne maintenant qu'il refuse de parler français, mais c'est assez compréhensible dans ces circonstances-là. Non, il y a deux choses. Ces partis-là, c'est-à-dire le Nahda en Tunisie, et dans une moindre mesure les frères musulmans en Égypte, sont rentrés plus ou moins, je dirais, dans un espace multiparti, parlementaire, constitutionnaliste. C'est ça l'essentiel. Voilà. Et c'est ça qui, selon vous, les pousse nécessairement à être sur un moment post-islamiste. Oui, ils ont renoncé à cette idée. De fait, quoi. De fait, c'est presque mécanique. Mais oui, c'est un petit peu comme lorsque les socialistes en France ont fini par renoncer au marxisme. Ils n'ont pas renoncé avec enthousiasme. Ils ont constaté que le marxisme, ça marchait pas. Et encore, il y a quelques socialistes qui pensent que ça pourrait marcher un jour. Donc c'est un peu la même chose. Et oui, je dirais c'est la même chose avec les communistes aussi. L'idéologie, ça marche pas. Ça permet pas de gouverner un pays. Ça entraîne plutôt vers la guerre civile ou vers le despotisme, comme en Iran. Donc si vous voulez, les deux endroits où la charia est officiellement appliquée, l'Iran et l'Arabie Saoudite, ne sont pas des modèles pour les gens de Nahda ou par les frères musulmans. Donc ils essaient de trouver autre chose, de combiner démocratie, élection et la référence religieuse. Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas renoncer à la référence religieuse. S'ils renoncent à la référence religieuse, c'est fini. Donc ils essaient de reformuler la référence religieuse dans un espace qui est forcément pluraliste, parce qu'ils n'ont pas le monopole de la religion. C'est ça qui est nouveau. Ils sont, j'allais dire, défiés sur ces questions religieuses, aussi bien sur leur gauche, par des libéraux. On l'imagine dans le concept, ne prémunit pas de toute façon contre le fondamentalisme. Non. De fait, pas celle des dictateurs arabes, celle que l'on verrait advenir aujourd'hui. C'est pas la question. Non, parce que la sécularisation produit du fondamentalisme. Parce que dans par réaction. Non, parce que c'est plus complexe par déculturation. Parce que, c'est ce que j'explique dans la Sainte Ignorance, parce que les vrais croyants ne sont plus en phase culturelle avec l'ensemble de la société, et donc se reconstituent comme une communauté de foi qui affirme son identité religieuse avant tout. C'est le phénomène des salafis en Égypte, par exemple. Les salafis sont pas du tout des musulmans traditionnels égyptiens. Les salafis, c'est une reconstruction artificielle d'une communauté de foi sur des normes islamique abstraite empruntée à l'Arabie Saoudite. Bon, c'est comme les évangéliques protestants, et comme maintenant, de plus en plus, une certaine droite catholique. Brice. En Tunisie, les islamistes sont obligés de composer avec d'autres forces politiques, des forces de gauche, laïcisées, sécularisées en partie, alors qu'en Égypte, au contraire, vous nous le dites vous-même, les frères musulmans sont concurrencés sur leur droite, quelque part, par des salafistes, qui les pressent au contraire de se radicaliser, d'opter pour la foi de Dieu contre la logique démocratique. Donc là, il y a bien une différence. On peut imaginer un scénario à la turque pour la Tunisie, mais est-ce qu'on peut l'imaginer également pour l'Égypte, vu la situation électorale cette fois ? Il y a d'autres contraintes. Olivier Roy. Il y a d'autres contraintes en Égypte. Il y a l'armée. Alors l'armée joue d'une manière catastrophique, enfin elle est d'une bêtise dans sa gestion de la crise qui est étonnante. Mais elle est là. L'armée garde une certaine légitimité pour le moment en Égypte, et je ne pense pas que l'armée fera un coup d'État. Je sais qu'il y a certains laïcs qui aimeraient bien que l'armée fasse un coup d'État. Elle ne le fera pas. Elle va se protéger, garder ses privilèges, mais elle sera là. Ce qui fait que les frères musulmans n'auront jamais le monopole de la force, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Ils seront obligés effectivement de faire de la politique. Je dirais il y a trois choses en fait, il y a trois obstacles à la démocratie. Un, la rente pétrolière. Bon, Iran, Arabie Saoudite et Algérie, parce que dans ce cas l'État paye, et puis surtout il n'y a pas de vraie classe moyenne. Tout le monde dépend de l'État. Deux, l'intervention militaire étrangère, Irak et Libye, ça bloque la démocratie. Et trois, une armée forte, surtout quand c'est une armée qui perd toutes ses guerres et n'existe que, dans le fond, pour réprimer le peuple, comme en Égypte et en Syrie également. Et donc là, en Égypte, on a cette question de l'armée, ce qui oblige les frères musulmans à faire de la vraie politique. Et ce qui va les obliger... L'autolimitation, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils essayent de ne pas exploiter leur avance électorale alors qu'elle est écrasante. Oui. Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. La sagesse, c'est pas un état d'esprit. La sagesse, c'est du réalisme. La politique reste une question de rapport de force. Mais vous ne répondez pas à ma question par ailleurs. C'est vrai que les salafistes font de la surenchère et concurrence sur leur droite les frères musulmans en Égypte, et qu'ils les pressent de choisir entre la loi de Dieu et la loi des hommes, entre la démocratie et la charia. Et là, il faudra bien qu'ils donnent une réponse à un moment ou à un autre. Bien évidemment. Et même, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ils vont être obligés d'être clairs.
ce qui leur déplaît. Ils aimeraient bien maintenir une certaine ambiguïté, vendre sous le nom de charia des lois qui ne sont pas spécifiquement islamiques, etc. Là, ils vont être obligés d'être clairs. Et je crois qu'ils sont, en tout cas les nouvelles générations de frères musulmans, ils sont assez mûrs politiquement pour être clairs, pour dire non, la charia c'est une question de valeurs plus que de normes, et pour aller dans ce sens du passage de la norme religieuse au sens strict à des valeurs qui peuvent être partagées par des gens qui ne sont pas des croyants. Et la valeur garantissant donc le principe démocratique plus que la norme. Oui, si je vous suis. Oui, bien sûr, parce que la valeur... D'où pour vous l'importance de ces mots-là. Non, mais c'est très important, qu'on soit d'accord ou pas avec vous, de comprendre votre raisonnement entre normes religieuses et valeurs, effectivement. Oui, je vous donne un exemple qui est arrivé en Turquie. Voilà. En 2004, Erdogan a proposé une loi punissant l'adultère. Bon, grand scandale, et les gens se sont dit, ça y est, il est en train de nous ramener la charia par la fenêtre. Mais en fait, quand on regardait la loi en question, c'est une loi qui définissait l'adultère par rapport à une conception de la famille chrétienne, c'est-à-dire un homme et une femme, un couple. Et donc les fautes étaient les mêmes des deux côtés. C'était une loi, et cette loi, elle existe, elle est appliquée dans un pays, dans 10 États américains. En Virginie occidentale, elle a été appliquée pour la dernière fois en septembre 2000. Un juge à la retraite a été condamné à 2 mois de travaux d'intérêt général pour avoir trompé sa femme. Il était dénoncé par sa maîtresse, évidemment. Et c'est typique. Là, on voit très bien comment, au nom d'une conception religieuse, etc., en fait, on assiste à une sorte d'alignement beaucoup plus sur une vision de la religion qui est occidentale et qui n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Daniel Salnave. Oui, je me dis, en vous écoutant, qu'il y a un travail de précision aussi sémantique à faire sur des notions comme sécularisation et laïcité, qui ne sont pas du tout la même chose, hein, on est bien d'accord. Et on peut être, une société se sécularise aussi parce qu'elle adopte des valeurs liées à la mondialisation, à la technologie, à une liberté d'expérience et pas forcément de conviction philosophique, alors que la laïcité est vraiment un principe de droit, de séparation de l'État et des religions. Je faut observer tout simplement qu'aux États-Unis, d'ailleurs, c'est tout à fait opposé, parce qu'il s'agissait de protéger les religions de l'emprise de l'État, alors que la laïcité à la française protège l'État de l'emprise des religions. C'est deux visions tout à fait opposées. Et que le mot laïcité n'existe pas en anglais. Voilà, voilà. Olivier Roy, un mot de commentaire Oui, le problème, c'est qu'en France, on est dans un débat franco-français. Et on applique ce débat franco-français au monde musulman. Bon, alors que si vous allez aux États-Unis, c'est pas du tout en ces termes-là qu'ils vont parler de la démocratisation du monde arabe. Aux États-Unis, on le sait, aucun candidat ne peut se présenter à l'élection présidentielle s'il n'exhibe pas sa foi. En France, ça serait incongru de faire ça. Ça serait même contre-productif. Mais alors bon, d'accord. Bon, autre exemple pour se comprendre quand on observe et que parfois effectivement l'imprécision des mots fait commettre des erreurs d'interprétation très grandes. Mais là, si je vous prends 2 exemples sur les scandales à propos des publications, notamment à la suite des publications d'écriture de Mahomet. Ça continue. Le 24 décembre, le Maroc a bloqué la distribution de l'Express, qui a publié dans un numéro spécial un dossier sur le monde arabe avec une reproduction du visage du prophète Mahomet. Et là, il y a 2 jours, le 4 janvier, le Maroc a bloqué la distribution du Nouvel Observateur, qui publie également un dossier sur le monde arabe comportant une représentation du visage de Mahomet. Oui, alors le Maroc, ça veut dire le roi. Enfin, c'est pas les islamistes qui ont bloqué, etc. C'est le Marzen. Le ministre des islamistes n'était pas encore le ministre islamiste n'était pas encore au pouvoir à ce moment-là. Oui, on va voir des choses comme ça. Ça va être des sociétés. Ce sont déjà des sociétés. C'est pas une question d'islamisme ou pas. En Égypte, par exemple, la traduction, le texte arabe des 1001 nuits était interdit sous Moubarak. Hein. Donc on va maintenant attribuer aux islamistes un conservatisme frileux sur la question du blasphème, etc., qui existe dans les sociétés arabes, et en Inde en particulier, depuis des années. Et maintenant, on va dire, vous voyez, résultat de l'islamisme. Mais ce sont des sociétés où il y a une censure, et la censure va être un débat très clair. Parce que, justement... Mais alors, quand même, on pourrait penser, dans l'angélisme qui me caractérise, que tout de même, alors une vraie société démocratique, là aussi, ne serait pas
empêtré dans la censure tout de même. Ah bon, parce que dans les années 20, à Hollywood, il n'y avait pas de censure. Mais le macartisme a produit des œuvres cinématographiques et grâce au macartisme, on a eu des films magnifiques. Voilà, alors maintenant il faut attendre la nouvelle production du film tunisien. Bon. Bien sûr, vous avez réponse à tout. Ça va être un grand débat. Hein. Je trouve Olivier Roy qui ne touche pas au statut de la femme. Ils vont moraliser, entre guillemets, hein, c'est leur vocabulaire à eux, pas à moi, la société. Alors, par exemple, c'est pas par hasard si un des leaders de Nahda a parlé du problème du harcèlement sexuel. Bon, avec sous-entendu, si on mettait un peu d'ordre à l'université, si on séparait bien les choses, il n'y aurait pas de harcèlement sexuel. Donc, on reconnaît l'entrée des femmes dans le marché du travail, très important. On reconnaît l'égalité formelle étudiante-étudiant, mais on dit il faudrait quand même moraliser. Mais on veut les séparer dans les universités. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie ces derniers temps. Il y a eu des bagarres, les salafistes sont intervenus. Ils ont frappé des étudiants parce qu'ils voulaient pas que les filles soient, parce qu'ils voulaient que les filles soient volées, qu'il y ait des salles de prière et que les hommes et les femmes, que les hommes ne puissent pas enseigner aux filles. Ça reste quand même assez loin. C'est pas Nahda. Ouais. Les salafistes, ils n'ont pas gagné encore quand même. Les salafistes sont à droite de Nahda, si vous voulez. Et puis les salafistes n'ont pas de problème de gouvernement. Les salafistes, c'est un petit peu comme les populistes. Hein. Eux, ils font la surenchère démagogique. Ils poussent les partis islamistes dans leur retranchement. Ils disent aux partis islamistes, bon, maintenant vous parlez de démocratie, mais l'islam, c'est où? Qu'est-ce que vous en faites de l'islam? Donc ils vont constamment faire de la surenchère. Mais ils n'ont pas de problème de gouvernement. Et ils vont faire de la surenchère sur la question de la femme. Et ils vont en faire sur l'alcool, sur ces questions-là. Et je dirais, dans le fond, c'est un petit côté positif, parce qu'ils obligent les frères musulmans à être clairs. Hein. Et les frères musulmans, comme souvent dans ces partis conservateurs, on n'aime pas trop la clarté, parce que, ils vont être obligés. Et donc, quand il y aura un ministre de l'Éducation, il va être obligé de prendre des décisions. Hein. Alors, est-ce qu'on autorise... Alors, l'autorisation du voile, moi, me paraît aller de soi. C'est une question de liberté individuelle. Le niqab, c'est autre chose. Hein. Donc là, est-ce qu'il faut rendre la séparation des sexes obligatoire dans les amphithéâtres, filles d'un côté, garçons de l'autre, filles au fond ou filles devant, etc., etc. Voilà, ils vont être confrontés à des questions très claires. Et ils vont être obligés de prendre des décisions. Et il y aura un débat public, parce que il y a un débat public. Daniel Sanab, il y avait une deuxième question. Vous demandez, si vous feriez sa place à une question que pose un autre article du même numéro d'Esprit, c'est l'article de Gérard Khoury, Les révolutions arabes à la lumière de l'histoire. Et il écrit ceci: les facteurs majeurs du blocage des pays arabes, que j'ai essayé de développer, dit-il, c'est la politique occidentale et israélienne de fragmentation du monde arabe et le blocage interne des sociétés arabes en raison du poids des structures familiales et claniques. Je crois que les deux points qu'il met bien en valeur, c'est évidemment un point géopolitique, le rôle d'Israël dans la question des pays arabes aujourd'hui, et de l'autre côté, ces structures anthropologiques, communautaires, familiales et claniques. Olivier Roy. La question du rôle des interventions étrangères, je crois qu'elle a été reposée de manière totalement différente par le printemps arabe. Les révolutions ne se sont pas faites sous le slogan « abat l'impérialisme américain, abat le sionisme hein ». Et c'est complètement nouveau dans le monde arabe. Et les frères musulmans, dans leur campagne électorale, n'ont pas ramené la question du sionisme ou de l'impérialisme américain. C'est également totalement nouveau. On sait que les frères musulmans ont des réticences par rapport au traité de paix avec Israël, mais ils ont évité de dire des mots blessants, et ils posent ça en termes de démocratie, en disant, bon, il faudrait que ce traité soit soumis au référendum. Ils ne disent pas « abat l'entité sioniste ». Et ça, c'est complètement nouveau. Donc je crois que aujourd'hui, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre ça, la question israélo-palestinienne n'est plus au cœur du monde arabe. C'est fini. Bon. Ce qui est un problème pour les Palestiniens, les Israéliens. Hein. Ils sont plus sur le devant de la scène. Ils croient l'être, mais ils le sont plus. Les Palestiniens ont compris, les Israéliens n'ont pas encore compris. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, structure clanique, etc., la société traditionnelle. Oui, elle existe toujours, mais on a une nouvelle génération. Celle qui a fait Tahrir, celle qui a fait le printemps arabe. Cette nouvelle génération... Celle qui a fait Tahrir, pardon de vous couper juste une seconde. On dit beaucoup, par exemple, qu'elle n'est en fait pas majoritaire. Elle serait due à la place Tahrir, mais si l'on regarde au fond les intentions de vote aujourd'hui aux législatives, ça n'est pas la place Tahrir qui vote en Égypte. Bien sûr que non. De même qu'en France, ceux qui ont fait mai 68 ont été vaincus aux élections de juin 68. Je dirais c'est logique. C'est logique. Dans ces mouvements révolutionnaires où il y a une forme d'instabilité,
moment donné, vous avez une réaction conservatrice, et y compris parmi des jeunes, qui votent à ce moment-là pour l'ordre. Mais il y a un changement social profond. Mais ces sociétés sont des sociétés complexes, comme n'importe quelle société, comme nos sociétés. C'est pour ça qu'il y a toujours cette espèce de essentialisation de la société arabe. Les Arabes, les musulmans, la société arabe. Non. Alors, en quoi c'est nouveau? On a effectivement une nouvelle génération. Et là, on a des données sociologiques. Partout dans le monde arabe, on a une chute du taux de fertilité. Et ça, c'est très important. La Tunisie a un taux de fertilité inférieur à la France. Donc la génération qui a 20 ans aujourd'hui, c'est la dernière génération nombreuse. Mais cette génération se marie beaucoup plus tard. Cette génération est éduquée, collège, lycée, université. Cette génération est égalitaire en termes hommes-femmes. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la même proportion d'étudiantes et d'étudiants. Donc ils ont été éduqués à côté de filles et de garçons. Mais c'est pas eux qui font les gros bataillons électoraux, encore une fois. Bien sûr que non. Mais comme n'importe où dans le monde. Il y a la campagne derrière qui, elle, oui, n'est pas forcément sur la ligne des étudiants branchés, connectés sur Facebook. Mais bien sûr. Simplement, on a un changement profond de société. D'abord, ces jeunes-là, qui ont 20 ans, etc., ils sont sur le terrain pour les 40 prochaines années. Je veux dire, c'est comme les 68 heures. Ceux qui disaient en juin 68, ah mais 68 c'est fini, bon, ben maintenant, regardez un petit peu qui et quoi et où. La génération 68 heures, elle a gagné en France. Elle est passée à droite très souvent, mais enfin ça c'est notre affaire. C'est notre affaire. Non. Je me sens pas visé. Mais c'est une nouvelle génération, c'est-à-dire c'est pas la droite des années 50. Voilà. Ce sont des jeunes qui se marient beaucoup plus tard, font moins d'enfants, sont beaucoup plus individualistes, ont la maîtrise d'Internet, du téléphone portable. C'est une société, je dirais, c'est une génération de pères P-A-I-R et non pas de pères P-E accent grave R-E. Et ça change tout. Alors évidemment, là, on est dans la phase réaction conservatrice. Et c'est logique, parce que on vit pas dans la révolution permanente, qu'on soit trotskiste ou autre. Mais il y a quelque chose d'irréversible, si vous voulez, comme en France en 1871 ou en 1968. Quelque chose a changé, comme dirait la... Alors, un autre terme que je voudrais vous faire décrypter et préciser, parce que il est employé un peu à tout bout de champ, il a été beaucoup employé en tout cas au printemps dernier, c'était l'idée que enfin les sociétés arabes étaient sur la voie de la sécularisation, et là le mot magique était prononcé pour dire que le progrès était total et pour des siècles et des siècles. Or, vous dites, la sécularisation, il faut s'en méfier parce que c'est à double tranchant. C'est pas nécessairement ce qu'il faut le plus réclamer pour dire que ces sociétés arabes seraient rentrées dans une modernité laïque et religieuse. D'abord, il y a ce présupposé qu'il n'y a pas de démocratie sans sécularisation, qui est absurde. C'est une reconstruction après coup. La démocratie américaine n'a pas été créée par des laïcs. Les puritains qui ont fondé l'Amérique, c'était des fondamentalistes. Et ils n'étaient pas libéraux, mais ils étaient démocrates. Bon. Donc il faut qu'on sorte de cette idée-là. Parce que cette idée-là, c'est ça qui nous a amenés à soutenir des dictateurs laïcs. C'est-à-dire à dire, voilà, il n'y aura pas de démocratie tant que les sociétés ne sont pas sécularisées. Les seuls qui peuvent les séculariser, ce sont des dictateurs à poigne. Et donc on les soutient. Et quand, au bout de 50 ans, la société sera sécularisée, alors peut-être on pourra penser à la démocratie. Sauf que ça n'advenait évidemment pas. Les 50 ans sont passés. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Pas de démocratie, dictature, pas de développement économique et fondamentalisme. C'est ça un petit peu le paradoxe. Les sociétés... Mais la sécularisation réelle, enfin disons effective, telle que les islamistes sont devenus conservateurs en politique, libéraux en économie, que la pratique religieuse tend à s'individualiser, c'en est une autre de prétendre que l'islamisme politique est derrière nous, comme vous persistez à le faire. Alors, expliquez-nous, Olivier Roy, ce que vous entendez par post-islamisme dans des sociétés qui semblent aussitôt qu'on daigne les consulter, voter bel et bien pour des partis islamistes. Voilà, et je précise qu'on a donc presque une demi-heure de temps de débat, donc vous avez le temps de persister et de signer si vous le souhaitez, Olivier Roy. Non, mais je trouve que mes idées ont été très très bien résumées, sauf l'appréciation finale, mais vous avez très très bien compris ce que j'ai dit, ce que je dis depuis 20 ans. Pour moi, l'échec de l'islam politique, c'est l'échec de l'islam politique comme idéologie.
comme idéologie de prise du pouvoir, de gestion de la société, etc. Mais c'est pas l'échec des islamistes comme parti politique. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si en 1981, on pensait, il y en a qui pensaient ça, que la victoire électorale de François Mitterrand signifiait le triomphe du socialisme sur le capitalisme. Et assez rapidement, on a compris que ça signifiait le formatage des socialistes par le capitalisme. Mais je dirais, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les islamistes sont pas des gens qui sont idéologiquement démocrates. Ce ne sont pas des libéraux, comme j'ai toujours dit. Ce sont des conservateurs. Ce sont maintenant des partis qui sont de droite, qui ne sont plus des partis révolutionnaires. Ils ont été élus par un électorat conservateur qui trouvait que la révolution c'est bien gentil mais que c'est fini, qu'il faut mettre fin à la révolution. C'est juin 68 si vous voulez en France. La victoire électorale des islamistes, c'est aussi l'opinion publique en Égypte qui siffle à la fin de la récréation, hein, qui dit maintenant on veut que les touristes reviennent, on veut du boulot, on veut de la bonne gouvernance, liberté c'est bien joli mais où est-ce que ça va nous mener, etc. Donc les islamistes rentrent, je dirais, par la voie du conservatisme, de l'ordre, de la paix sociale aussi, parce que c'est pas du tout des révolutionnaires, et de la bonne gestion. Donc ils sont dans un processus où ils sont formatés par la scène politique. C'est pas eux qui ont ouvert la scène politique, ce sont les jeunes de la place Tahrir. Mais c'est eux qui récupèrent quand il s'agit de passer aux urnes, tout de même. Bien sûr. Mais ça, la République française en 1871 a été fondée par des conservateurs et des royalistes, hein, après l'écrasement de la Commune. L'opinion publique est plutôt conservatrice et a peur de la révolution. Et pourquoi l'islamisme, le fait que l'islamisme soit devenu conservateur et qu'encore une fois est libéral en économie, fait qu'ils sont plus islamistes? Vous avez tendance à penser à avoir comme seul critère d'islamisme le régime communiste qui effectivement était quelque part de gauche, progressiste et islamiste. Et apparemment pour vous, quand les islamistes passent à droite, ils cessent d'être islamistes. Oui, c'est parce qu'ils ne sont plus idéologiques. Ils sont pour des normes, ils sont pour des normes conservatrices sur la famille, sur la femme, sur la vie, etc. Ils n'ont plus des visions idéologiques de la société. Ils sont sur les positions de la droite chrétienne aux États-Unis, sur les positions du Vatican sur beaucoup de sujets. Donc ce ne sont pas des féministes. Contre l'avortement, contre l'homosexualité. L'avortement, c'est pas un débat pour le moment. Mais ils vont s'aligner là-dessus, bien sûr. Oui, le mariage gay n'est pas pour demain en Tunisie, ça c'est sûr. Hein. Bon, mais ils sont démocrates au sens où Madame Boutin est aussi démocrate. Je veux dire, on a un peu cette idée chez nous que pour être démocrate, il faut être de gauche, libéral et laïque. Non, on peut être religieux, conservateur, de droite et démocrate. Ça, c'est l'AKP que vous êtes en train de définir, oui, là. Tout à fait. L'AKP turc. Oui, c'est le modèle, à votre avis, pour tous ces partis, c'est le modèle, y compris pour les frères musulmans en Égypte? Oui, alors les frères musulmans en Égypte n'aiment pas quand on leur parle du modèle turc, hein, parce que les Ottomans, c'est pas une bonne référence, et parce qu'ils estiment qu'ils ont leur propre histoire, etc. Mais de fait, c'est le modèle. Regardez par exemple le nombre de partis islamistes du Maroc jusqu'en Égypte qui ont pris des noms de partis politiques sur justice et développement, justice et etc. liberté. Où ils imitent le parti AK. Et qu'est-ce que c'est que le parti AK? C'est un parti qui joue le jeu parlementaire, démocratique, etc., qui est très conservateur, qui est formé d'anciens islamistes, qui est très libéral en économie, qui est tout à fait sur les positions de la droite chrétienne américaine. Donc c'est pas la question, parce que ça va être la question centrale du débat, la question de la charia. Hein. Vous dites, oui, pardon, alors je vous un instant, parce que vous dites la charia ne peut pas être le principe d'organisation de la société, même si bien sûr elle garde sa valeur comme principe d'unité de la vie du croyant. Pourquoi donc la charia ne peut pas être le principe d'organisation de la société? Parce que la charia n'a jamais été un principe d'organisation d'aucune société. L'idée que la charia est un système de droit qui englobe tout, etc., c'est une idée moderne. C'est une idée du XXe siècle. Vous ne trouverez jamais ça chez les auteurs de l'époque classique du monde musulman. C'est la reconstruction de l'islam sur le modèle des idéologies politiques, du marxisme par exemple, du XXe siècle. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que de tout temps, la charia était un modèle d'organisation de la société. Les salafis, eux, sont sur cette position-là. Il faut mettre en œuvre la charia. Bon, mais une fois que vous avez voilé les femmes, autorisé la polygamie et coupé quelques mains, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, l'Arabie Saoudite, elle fonctionne pas sur la charia.
L'Arabie Saoudite ne fonctionne pas sur la Ben charia. non, l'Arabie Saoudite, elle fonctionne sur le pétrole, elle fonctionne sur la monarchie saoudienne, etc. La charia, c'est un petit espace, très visible évidemment, de quelques normes de droit, quelques normes juridiques, et surtout la question du statut de la femme, qui est évidemment absolument centrale dans cette question-là. Mais c'est pas sur la charia que le système saoudien fonctionne. Il fonctionne sur la politique. Brice et puis Daniel Salnave aussi. Patrick Brice. Henny, dans le même numéro de la même livraison de Esprit, la revue décembre Esprit, 2011. dit quelque chose qui va exactement dans votre sens et je vais le citer parce que c'est intéressant. Il dit la tendance émergente considère que la norme religieuse ne définit pas une politique. On passe d'un régime de la norme religieuse où l'islam est considéré comme une réponse immédiate avec des slogans comme l'islam c'est la solution ou le Coran est notre constitution, à un régime de la valeur. Et le passage d'un régime de la norme à un régime de la valeur correspond à une forme de désacralisation. Le religieux devient alors plus lointain, perd de sa dimension programmatique. C'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ce qui se passe en Tunisie. Olivier Roy. C'est ce qui se passe en Tunisie. Vous ne voyez pas Ranouchi parler de la mise en place de la charia. Par contre, vous voyez une des élus, la seule à ne pas porter le voile du parti Nahda, qui dit les mères célibataires, c'est un scandale. Donc, qui parle en termes de normes sociales et de normes morales. Et qui dit, finalement, le problème de la société, c'est un problème d'éthique. C'est qu'on ne sait pas respecter la bonne éthique. C'est que les pères abandonnent les enfants, que les femmes acceptent d'aller avec plusieurs hommes, etc., etc. Donc elle parle comme une catholique conservatrice parlerait, comme un évangélique américain parlerait. Elle n'a jamais dit, et probablement elle ne le pense pas. Le problème, c'est que ces personnes-là ne respectent pas la charia. Parce qu'ils sont effectivement, en ce sens-là, dans le post-islamisme. Daniel Salnave. Oui, j'aurais deux questions à vous poser. La première, je comprends et je partage aussi la distinction que vous faites entre l'idée qu'il faut être démocrate et de gauche et laïque et qu'on peut être démocrate avec un certain nombre de valeurs conservatrices. Le problème que je me pose, c'est tout de même la question du statut des femmes est quand même transversale. Comment peut-on véritablement être démocrate si on est partisan du maintien soit d'un code de la famille plus ou moins bien révisé, si on est tout de même dans la conservation des valeurs les plus traditionnelles concernant la répartition des rôles des sexes. Ça, c'est la première question. Olivier Roy. Oui, c'est pour ça que la question du statut de la famille est centrale. Et en Tunisie, le Ennahda a dit qu'il ne toucherait pas la question du statut de la femme, parce que c'est évidemment, c'est là qu'on les attend, c'est là l'épreuve. Par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire alors avec leurs valeurs conservatrices à partir du moment où ils disent de tout poil que sur la droite, par les salafis, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, les islamistes avaient le monopole de l'expression de l'islam dans l'espace politique. C'est fini maintenant. Et ils sont obligés de translater un petit peu leur référence à la norme religieuse en termes de valeurs. Et de valeurs qui sont des valeurs conservatrices. Ce ne sont pas des libéraux, j'insiste là-dessus. Qui sont les valeurs de la droite religieuse américaine, les valeurs du parti AK en Turquie, les valeurs que défend le Vatican. La famille, par exemple. Bon, alors on parle plus du statut de la femme selon la charia, on parle de défendre les valeurs familiales. Bon, tout le monde sait que défendre les valeurs familiales, c'est ramener un petit peu les femmes à la maison. Mais ça n'est plus proprement islamique. C'est une droite religieuse conservatrice comme celle qui s'exprime chez nous. Droite religieuse conservatrice, ou dites-vous au fond, en Tunisie, je reprends votre expression, on est dans un basculement, on est dans une voie de démocratisation chrétienne entre guillemets, mais version islam en Tunisie. On invente un parti, oui, démocrate islamique. Ils sont démocrates et ils ont des valeurs conservatrices religieuses. Bon, c'est comme ça que la démocratie chrétienne est entrée dans le paysage politique en Europe il y a moins d'un siècle. Alors, le nouveau ministre tunisien des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem, a annoncé le mercredi 4 janvier dernier, il y a 2 jours, l'engagement résolu du nouveau gouvernement au respect de la démocratie et des droits de l'homme. Et là, évidemment, on a vu des commentaires disant, au fond, voilà, c'est une façade à l'intention de l'Occident. Et de toute façon, le compromis ne peut pas durer. Vous savez, ça veut dire que vous trouvez qu'on lit très mal cette actualité, au fond? Oui, on la lit très mal. On la lit à travers... Comment vous observez tout cela? Parce que ça... On lit l'actualité à travers le débat sur l'islam en France. Bon. Et on ne veut pas que le printemps arabe réussisse. Parce que si le printemps arabe réussit, ça veut dire que l'islam est compatible avec la démocratie, avec l'Occident, etc. Mais je dirais dans le fond, le débat en France, on s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche. C'est un débat français. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe là-bas. Et là-bas, le débat de type français, il prend pas. Et encore moins en Égypte qu'en Tunisie. En Tunisie, on a un petit groupe de francophiles, francophones, qui parlent de laïcité en termes français. Mais ça touche pas le cœur de la société.
Donc, c'est pas une question, encore une fois, de double discours. Ils respectent la démocratie parce qu'ils n'ont pas le choix. De même que, encore une fois, les socialistes ont renoncé au marxisme parce qu'ils n'ont pas le choix. Et les islamistes sont, en gros, je dirais, formatés par le processus. Est-ce que tous les politique. islamistes vont la respecter, la démocratie? Est-ce que en Égypte, le rapport de force qu'il pourrait y avoir entre les salafistes et les frères musulmans peut tout de même changer quelque chose ou tendre la situation? Le rapport de force entre frères musulmans et salafis en Égypte va être une clé de l'évolution politique dans les mois et dans les années qui viennent. Parce qu'en intention de vote, je crois que c'est 25, vous me corrigerez, c'est 25% pour les frères musulmans et quelque chose comme 25, un peu plus que ça, et c'est à peu près moitié-moitié, on va dire, 25-25, et 20 pour les laïcs et les démocrates, le reste, entre guillemets. Oui, alors d'abord, il faut se méfier de faire une équivalence entre laïcs et démocrates. Vous avez beaucoup de laïcs qui ne sont pas des démocrates, qui souhaitent que l'armée prenne le pouvoir et réprime les islamistes. Oui. En Tunisie, c'est la même chose. En Algérie, c'est encore pire. Vous avez des libéraux qui ne sont pas des démocrates et vous avez des démocrates qui ne sont pas des libéraux. C'est ça qui brouille un petit peu les cartes. Les frères musulmans, ils ont le choix, soit dans le fond, à s'aligner sur les salafis, charia. C'est un petit peu le même jeu qu'entre la droite en Europe et l'extrême droite. C'est-à-dire, l'extrême droite fait la surenchère vis-à-vis de la droite en disant vous oubliez vos valeurs fondamentales, et la droite a le choix soit à s'aligner sur l'extrême droite, soit à établir une claire distinction. Ouais, ça c'est la Hongrie, il y a la Hongrie là. Voilà, c'est ça, c'est exactement le problème des frères musulmans en Égypte. Et ils ont été assez clairs là-dessus. D'abord, ils détestent les salafis. Ensuite, c'est une question de pouvoir, c'est des concurrents, les salafis, c'est pas des alliés. Et les salafis, ils n'ont qu'un seul programme, la charia. L'économie s'en fiche, tout le reste, ils s'en fichent. Les frères musulmans, eux, c'est un parti de gouvernement. Et ils savent très bien que le vote en Égypte, c'est pas un vote sur la charia, c'est un vote sur la stabilité, parce que là, je dirais, c'est un peu juin 68 après mai 68, le peuple en a un peu marre du chahut de la place Tahrir. Les gens veulent du boulot, ils veulent que les touristes reviennent, ils veulent la paix, ils veulent la stabilité, ils veulent pas la guerre civile. Bon, donc on vote pour le parti de l'ordre. Les frères musulmans se sont présentés et sont perçus, à juste titre probablement, comme le parti de l'ordre, pas le parti de la révolution. Révolution islamique ou révolution démocratique, c'est le parti de l'ordre. Donc ils ont un problème de gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait de l'économie? Les touristes, si on veut qu'ils reviennent, il faut pas transformer l'Égypte en Iran, ça c'est clair. Il faut autoriser l'alcool, parce qu'autrement, les touristes, il faut fermer les yeux sur la mixité sur les plages, etc., etc. Donc ils ont des problèmes concrets de gouvernance. Les salafis se fichent de la gouvernance. Donc les salafis vont faire la surenchère des démagogues et populistes. 8h16. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vauchet. Bon, vous voulez, ne pas montrer votre désaccord avec Olivier Roy? Non, c'est simplement que je ne comprends pas bien l'idée de post-islamisme. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est une noble entreprise que de chercher à rassurer les opinions occidentales, promptes à suspecter un djihadiste poseur de bombes chez tout pieux barbu portant chachia et gandoura. C'est ce que vous visiez visiblement avec cet essai qui est paru il y a presque 20 ans maintenant, l'échec de l'islam politique. Contre le courant du moment qui commençait à charrier l'idée du choc des civilisations, vous nous expliquiez, Olivier Roy, que l'islamisme est une idéologie tout englobante, construite sur le modèle des grands récits produits par la modernité occidentale elle-même, et vous lui opposiez ce que vous appeliez le néo-fondamentalisme qui privilégie au contraire le quadrillage de la société et l'application de la charia, et qui fait preuve d'un très grand détachement envers la politique et la question de l'État. Une vision du monde qui prétendait réduire des relations complexes à un affrontement frontal entre l'islam en tant que culture globale et l'Occident démocratique, libéral et sécularisé était en effet réductrice et ne pouvait qu'égarer. Et vous avez eu raison donc Olivier Roy de chercher à nous convaincre que les choses étaient de part et d'autre un peu plus compliquées. Mais la conclusion que vous tiriez de votre analyse était déjà plus problématique à mes yeux. L'islamisme politique, écriviez-vous, a échoué tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Il est désormais derrière nous. Presque 2 décennies plus tard, vous n'avez rien renié de vos analyses, mais vous devenez, me semble-t-il, plus difficile à suivre lorsque vous persistez à prétendre que l'islamisme politique est sur le déclin, que son échec est avéré et qu'il est derrière nous donc. D'autant que vous êtes l'auteur d'une note prémonitoire rédigée à la demande du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay en février 2005 sur la démocratisation au Proche-Orient et dans le Maghreb. Vous y annonciez, à ce qu'on dit, j'ai pas vu la note,
que les révolutions, vous les annonciez à ce qu'on dit les révolutions arabes de 2011, vous incitiez nos diplomates à ne pas tout miser sur les autocrates au nom de la lutte contre l'islamisme, comme ils l'ont fait pratiquement jusqu'au bout. Dans vos prises de position publiques du début 2011, vous avez insisté sur la jeunesse, l'individualisme et le pragmatisme des acteurs des révolutions arabes, et vous vous êtes moqué, je cite, de cette opinion européenne qui s'attend à voir les mouvements islamistes, en l'occurrence les frères musulmans et leurs équivalents locaux, être soit à la tête du mouvement, soit en embuscade, prêts à prendre le pouvoir. C'est ce que vous écriviez dans Le Monde du 12 février 2011. La suite des événements semble vous donner tort. L'islamisme est loin d'être derrière nous. Ennahda, le parti islamiste tunisien, a remporté haut la main les élections dans ce pays et détient 89 des 217 sièges du Parlement. En Égypte, frères musulmans et salafistes totalisent à eux deux 65% des suffrages, une victoire électorale donc écrasante pour des partis islamistes. Et au Maroc, le PJD se retrouve à la tête du gouvernement après avoir conquis 107 sièges sur 325 au Parlement. Alors c'est une chose de dire, comme vous le faites, qu'il y a désormais certains islamistes et la démocratie, qu'entre certains islamistes et la démocratie, il y a des compatibilités.